prendre la tête. Donc, c'est moi qui vais vous accompagner pendant cette conférence et je m'appelle Charlotte Letien. Donc, je suis communicant animalier. Je donne des formations pour apprendre aux gens à communiquer avec les animaux. Et aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment comment faire pour apprendre la communication animale, d'une part, et puis voir un petit peu aussi comment ça fonctionne, cet apprentissage qui est disponible aujourd'hui pour évoluer sur cette voie. Donc, de manière à ce que vous ne soyez pas dérangé pendant la présentation, je vous invite à couper votre téléphone, donc, sauf si vous êtes connecté via un téléphone, évidemment. Fermez les applications telles que Skype ou Messenger qui seraient actives sur votre ordinateur, simplement parce que à chaque fois que vous allez recevoir un message ou une notification, ça peut couper le son ou l'affichage de l'image ou les deux, donc ça va vous couper dans votre conférence. Assurez-vous de n'être pas dérangé, c'est juste pour une question de confort pour vous. Et pensez à prendre des notes parce qu'il y a quand même pas mal d'informations que je vais vous partager aujourd'hui, ce matin. Et puis j'ai facilité la prise de notes en choisissant de vous présenter à la fois sous forme de slideshow et puis aussi avec l'affichage de la webcam et évidemment le son. Ça va de soi. Donc, mon but aujourd'hui, hein, donc, à travers cette conférence, c'est de m'adresser à des personnes qui souhaitent apprendre à communiquer avec les animaux, donc qui souhaitent savoir comment faire pour communiquer par soi-même avec les animaux. C'est vrai que du coup, je m'adresse plutôt à un public de personnes qui savent déjà un petit peu ce que c'est la communication animale, qui ont déjà eu une première approche, une première expérience. Après, si vous ne savez pas du tout ce que c'est, cette conférence va aussi permettre que vous vous rendiez un peu plus compte de ce que la communication animale peut vous apporter dans la relation avec vos animaux et de ce que la pratique de la communication animale peut apporter dans le quotidien en général, à titre aussi de développement personnel. Donc si ça vous parle, ces objectifs, restez jusqu'à la fin puisque c'est exactement cela qu'on va rencontrer. Alors, tout le monde peut communiquer avec les animaux. Ça, c'est vraiment important, je pense, de commencer par là quand il s'agit de l'apprentissage de la communication animale. C'est que ça n'est pas réservé à quelqu'un qui aurait un don. Il ne faut pas être médium, il ne faut pas être né avec des facultés particulières. La communication animale, c'est quelque chose qui est finalement plutôt naturel pour l'humain. Bon, d'abord parce que la communication animale, on peut constater qu'elle est ancrée dans des traditions très anciennes. Donc, si on part sur les communautés humaines qui sont restées dans ce qu'on appelle l'animisme, donc qui est le fait de reconnaître un esprit dans tout ce qui nous entoure dans notre environnement, et qui part du principe que dès lors qu'un arbre, une pierre, un oiseau, un chimpanzé, un éléphant sont habités par un esprit, à l'instar de l'humain, eh bien forcément cet esprit peut se manifester et donc c'est assez évident que la nature qui nous entoure a des choses à nous dire. Donc ça, c'est la perception animiste de l'animal et du vivant en général. Et donc, pour ces cultures, ces civilisations, même si elles deviennent très, très rares aujourd'hui hein, en termes de quantité d'humains, en termes de population, la communication animale est quelque chose de tout à fait naturel. Donc, si on part un peu dans nos racines, je dirais, même si c'est vrai que dans le cas de l'européen, il faut remonter très très loin, mais dans nos racines, on a connu finalement ces traditions ancestrales dans lesquelles c'était une évidence que communiquer avec les animaux, tout le monde le fait, ça fait partie de la vie humaine. Alors, avant l'apprentissage du langage, le petit humain, les bébés communiquent de cette manière aussi. Donc, sans partir aussi loin que notre passé néolithique, on peut se rendre compte que individuellement, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, avons déjà fait cette expérience de cette communication. Nous, on ne peut pas s'en souvenir parce que bon, c'était avant l'apprentissage du langage et donc à une période où la mémorisation n'est pas aussi efficace. Donc, on ne peut pas se créer de souvenirs à partir de ce mode de communication-là. Simplement, c'est une question de développement, de maturité du cerveau, du système nerveux.
Et donc, les bébés communiquent de cette manière. Et c'est vrai qu'à l'âge adulte, il y a pas mal de parents qui font l'expérience d'une forme de communication, je dirais, spontanée, intuitive, en tout cas une communication au-delà des mots, avec leurs tout petits une fois qu'ils sont parents. Donc, c'est un petit peu cette situation où vous avez tout d'un coup la bonne idée d'anticiper un besoin du bébé, puis vous vous rendez compte que c'était exactement ce dont l'enfant avait besoin. Ou alors, c'est un peu cette capacité qu'ont les parents à comprendre ce que l'enfant demande avec ses cris, avec ses pleurs, même si une personne extérieure lambda, bon, ben, on a l'impression que l'enfant fait tout le temps le même pleur, le même cri, alors qu'en fait, lui, il demande des choses très différentes à chaque fois. Tu peux pas les demander avec des mots ou avec des gestes précis qui évoquent ce à quoi il pense. Il va les demander euh, aussi par ce côté intuitif, en fait, ce langage au-delà des mots. Et donc, ben, moi, j'ai trois enfants. Et pendant les trois grossesses et puis après la naissance de mes enfants, j'ai systématiquement communiqué avec eux exactement comme je communique avec les animaux. Ça marche très très bien. Et au bout d'un moment, bah, si on fonctionne vraiment comme ça avec son bébé, il va y répondre et il y a une sorte de communication par télépathie après qui se met en place entre le parent et son enfant parce que l'enfant aussi voit que ça marche et que donc il continue à l'utiliser. Si vous n'avez pas un parent qui a fait ça avec vous, bah, évidemment, vous avez très vite compris qu'il fallait pas communiquer de cette manière-là avec les adultes et qu'il valait mieux apprendre à parler. À ce moment-là, bah, toute l'énergie va à l'apprentissage du langage corporel, du langage verbal aussi, et plus du tout au développement de ce langage sensible, ce langage sans les mots qu'utilisent les animaux. Et du coup, c'est comme ça qu'après, on le perd. Alors, la plupart des adultes font cette expérience de communication animale, mais parfois de manière un petit peu inconsciente, tellement c'est spontané. La plupart du temps, ça va être des personnes qui sont en relation proche avec des animaux. Donc, ça vous arrive peut-être à vous dans la relation avec vos animaux, quand vous avez une sorte de lien assez fort et vous avez l'impression que votre animal réagit à ce que vous venez ce à quoi vous venez de penser, ou que bah, par bonheur, vous avez tout anticipé, puis en fait, ça se passe très bien. Euh, il y a des personnes qui ont vraiment cette faculté de comprendre les animaux de manière tellement spontanée qu'elles ne se rendent pas compte que c'est de la communication animale. Et d'ailleurs, ça fait partie de celles qui ont le plus de mal à apprendre à communiquer avec les animaux, simplement parce que quand c'est quelque chose qu'on a tout le temps fait et qu'on pense que tout le monde fait comme ça et que donc c'est une faculté euh, que tout le monde a développée de la même manière, on ne peut pas se rendre compte qu'en fait c'est ça de la communication animale et que donc il suffit d'aller dans cette direction et simplement en prenant du recul pour se rendre compte que là ça vient de l'animal ou que là ça vient de moi. La plupart du temps, les personnes qui font l'expérience à l'âge adulte d'une communication avec un animal ont plutôt la sensation d'avoir une intuition. Et donc, on n'a pas forcément cette conscience que l'information que l'on a perçue vient de l'animal. On pense avoir eu une intuition ou avoir eu une bonne idée, puis ça tombe bien, on a de la chance et en fait, c'est exactement ce qu'il fallait faire pour cet animal. Sauf qu'en fait, d'après mon expérience et mon observation, il est probable que l'animal ait tellement pensé à ce dont il avait envie et tellement demandé euh, que, ben, à un moment donné, la personne reçoit cette information, elle se rend pas compte que c'est l'animal qui lui a communiqué, donc elle se dit, ben, moi, je suis quelqu'un d'intuitif, et donc voilà, ça vient de moi. Après, c'est vrai qu'il y a un lien entre l'intuition et la communication animale. D'ailleurs, le genre de vécu que l'on ressent quand on va communiquer avec un animal, ça s'apparente, c'est comparable à la télépathie et à l'intuition. C'est pas de la télépathie, c'est pas de l'intuition, mais ça y ressemble. Et quelque part, notre intuition, c'est un des outils, effectivement, qu'on peut vraiment développer pour arriver à mieux communiquer avec les animaux. Et c'est vrai que la communication animale, elle est inexpliquée d'un point de vue scientifique, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas vraiment d'études sérieuses qui ont été faites à ce sujet. Ensuite, parce que si on voulait mener une étude sérieuse, il faudrait vraiment être dans une démarche pluridisciplinaire. Il faudrait déjà observer au niveau des facultés de l'humain. Qu'est-ce qui fait dans le cerveau humain que l'humain peut entendre ou ressentir ou percevoir la pensée, l'état intérieur d'un animal, d'une part. D'autre part, il faudrait s'intéresser à la notion de ce qu'est l'information, puisque dans la communication animale, on peut percevoir une information
quelle que soit la distance entre l'animal et la personne. Donc il y a cette notion de caractéristiques de l'information donc, qui est aujourd'hui observée dans le cadre des études en physique quantique, mais qui est pas, bon, c'est le début, c'est les balbutiements de ces observations. Et puis, c'est pas non plus des études qui sont validées par l'ensemble de la communauté scientifique, même si on en parle beaucoup. Et puis enfin, il faudrait aussi s'intéresser au côté animal. Donc, qu'est-ce qui fait que ça peut fonctionner du point de vue de l'animal, puisque manifestement, quand on communique avec un animal, il participe consciemment à l'échange. Donc, lui aussi, il pratique une forme de télépathie et il sait qu'il la pratique. Et donc après, ça remet aussi en question tout ce que la communauté scientifique a pu observer de l'animal, à savoir il y a des espèces plus intelligentes que d'autres, il y a des espèces où les individus ont conscience d'eux-mêmes et des espèces où les individus n'ont pas conscience d'eux-mêmes, et donc c'est très classifié, très séparé. Or, quand vous communiquez avec un animal, vous pouvez communiquer avec une limace, avec une poule, avec un dauphin, avec une baleine, avec un chimpanzé, avec un cheval, un chien, un chat, évidemment. Et il n'y a aucune différence d'une espèce à l'autre, ni d'un point de vue de la facilité à communiquer, ni d'un point de vue de, je dirais, la qualité de la pensée et la profondeur de la pensée. Il va y avoir une différence d'un individu à l'autre, mais pas, ça n'a aucun lien avec son espèce. Et donc ça, c'est assez perturbant, évidemment, et ça va pas forcément dans le sens des résultats des études scientifiques qui sont menées en termes voilà, de qualification et de quantification de l'intelligence animale et de son éthologie, de ses mœurs, etc. Et donc c'est vrai que du coup, bon, ben, c'est un gros sujet en termes d'approche scientifique, la communication animale. Euh, mais bon, il y a d'autres vécus subjectifs que nous acceptons comme étant inhérents à l'humain, comme l'état amoureux, l'intuition, la prémonition aussi, la conscience. Ce sont des sujets qui font couler pas mal d'encre en philosophie. Mais bon, bah, dans la mesure où la grande majorité des humains témoignent de faire l'expérience de l'état amoureux, de l'intuition, de la prémonition, de la conscience, évidemment, il n'y a pas, c'est pas remis en question, c'est sûr, on en fait l'expérience, donc ça existe. On ne sait pas comment, ça existe, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas qu'est-ce qui fait que nous faisons cette expérience-là, mais nous vivons, c'est sûr, parce que nous sommes tous là à le dire, mais oui, j'étais amoureux un jour dans ma vie. Bon, bah, la communication animale, ça pourrait être un peu pareil finalement. On sait que ça existe parce que une grande majorité de personnes qui suivent un apprentissage vont développer cette faculté à communiquer avec les animaux, vont avoir des résultats qui tendent à se corroborer mutuellement, à se valider, à se vérifier, et vont témoigner d'une expérience qui reste, bien qu'elle reste subjective, finalement, dans les grandes lignes, ressemble à celle du voisin. Un peu comme l'état amoureux, on a chacune une manière bien à nous de raconter comment on est amoureux, mais finalement, quand on entend les témoignages de 20 personnes, on peut faire une synthèse en se disant, OK, bah là, il parle d'un état finalement qui est amoureux parce qu'on retrouve des points communs. Voilà. Pour ce qui est de la communication animale par rapport à ça. Et donc, puisque tout le monde peut communiquer avec les animaux, la question n'est pas d'apprendre la communication animale, mais de réapprendre à fonctionner avec cette faculté, parce que en fait, nous avons tous les organes de la manière qu'il faut pour communiquer avec les animaux, un peu comme le chant finalement. Nous avons tous les organes qu'il faut pour chanter, mais bon, ben, on n'est pas chanteur du jour au lendemain, on n'est pas bon chanteur du jour au lendemain. Quelques personnes naissent avec une vraie voix naturelle et avec une oreille qui leur permet de chanter juste tout de suite. Mais finalement, la grande majorité de la population ben, apprend à utiliser les outils et les organes à disposition pour euh, chanter bien, chanter mieux, chanter plus fort, etc. Pareil pour la communication animale finalement. Alors après, si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est probablement parce que vous vous intéressez au fait d'apprendre la communication animale. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une conférence où je vais vous expliquer c'est quoi la communication animale, mais on va plutôt s'intéresser à tout ce qui est apprentissage, formation, comment faire pour développer ces facultés ou pour réapprendre cette communication qu'on a pratiquée de manière inconsciente finalement par le passé. Alors, et c'est là où ça se complique, c'est un peu le parcours du combattant,
D'abord parce qu'il y a énormément d'offres de formations très différentes. Vous avez des formules en ligne, sur une journée, sur un après-midi, en 2 heures, en plusieurs mois. C'est un peu difficile de savoir finalement combien de temps il faut vraiment pour pouvoir communiquer avec un animal et quelle est l'approche qui permet d'avoir un contenu substantiel pour vraiment être autonome avec ça. Une pratique qui, au niveau de la professionnalisation, est émergente. C'est-à-dire que les communicants animaliers, aujourd'hui, ne sont pas des professionnels reconnus d'aucune manière. Même s'ils vous disent, je suis reconnu par le docteur Untel et madame machin, c'est une reconnaissance qui n'est pas réelle au sens d'une communauté de professionnels qui reconnaîtrait des compétences particulières pour communiquer avec les animaux. Si moi, demain, je décide de faire des formations reconnues, je peux dire, ben moi, je décide de reconnaître les gens que j'ai formés, mais ça s'arrête là. Donc, c'est pas, il n'y a pas de formation professionnelle reconnue pour devenir communicant animalier ni formateur en communication animale. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'attestation légale. Il n'y a même pas de formation certifiante en France, mais ni même en Belgique, ni même en Suisse. Donc, c'est les 3 pays dont je connais bien la situation pour enseigner dans ces pays-là. Et donc ça laisse un certain flou parce que finalement, n'importe qui fait un week-end de formation peut devenir formateur le lendemain. Donc il n'y a aucun contrôle, il n'y a pas de supervision parce qu'il n'y a pas de structure mise en place pour ça actuellement. Et donc c'est très difficile effectivement de savoir à qui faire confiance et quel programme choisir. D'autant plus que si vous comparez les programmes des différentes formations, vous avez plein de choses très variables. Je suppose que dans votre cas, vous avez déjà dû un petit peu regarder et vous rendre compte de la situation. Voilà, donc on va aborder ces sujets-là donc aujourd'hui dans cette conférence. Et donc cette conférence s'adresse particulièrement à vous. Donc, si vous souhaitez apprendre à communiquer avec les animaux pour vous, dans une pratique familiale personnelle ou en complément d'une pratique professionnelle. Qu'est-ce que c'est une pratique professionnelle? Bon, ben, c'est tous les métiers animaliers, donc vétérinaire, ostéopathe, maréchal ferrant, équicoach, moniteur d'équitation, toiletteur canin, assistant soins vétérinaires, enfin tous ces métiers qui vont vous mettre en relation avec les animaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui moi, me tient assez à cœur finalement, c'est de former des professionnels qui travaillent avec les animaux, parce que la communication animale, quand même, ça facilite énormément les choses. Ça vous permet de savoir où l'animal a mal, pourquoi il développe tout d'un coup un comportement dans son travail qu'il n'avait pas avant. Quand il s'agit d'accompagner un cavalier avec son cheval, ça permet de se rendre compte si la défense d'un cheval qu'un cheval exprime, elle est plutôt liée à un mal-être physique ou émotionnel, et donc en fait de trouver des solutions par rapport à ça. Donc la communication animale peut vraiment aider tous les professionnels des métiers animaliers. Évidemment, dans une démarche où votre but serait de comprendre les animaux qui vous entourent afin d'être acteur de leur bien-être et de participer à leur épanouissement, ce qui demande évidemment d'y consacrer un certain temps et de l'énergie. Donc la communication animale, on peut facilement apprendre, trouver le truc, on le trouve assez facilement. Et après, bah, c'est comme tout, hein, c'est comme le vélo, la guitare. À un moment donné, il faut pratiquer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et donc il faut y consacrer un certain temps au début. Et puis comme toutes les pratiques, au début, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Et après, c'est peu de temps, peu d'énergie pour un gain, enfin finalement un résultat qui permet de gagner le temps et l'énergie qu'on a investi au départ, quoi, hein, de le récupérer d'une certaine manière. Pardon. Et puis c'est vrai qu'une fois qu'on commence à écouter nos animaux, ben on se retrouve sur un chemin, sur une voie où on va commencer à changer pour nos animaux ou pour ceux avec qui on travaille, changer nos méthodes d'éducation, changer nos méthodes de travail, changer notre vision de l'animal, notre vision de la vie, de la maladie. Pourquoi? Simplement parce que quand on les écoute, on a accès à une autre vision de la réalité. Et aussi, bien souvent, quand nos animaux, bah, surtout ceux qui sont proches de nous, développent certains comportements, c'est pas pour rien. La plupart du temps, c'est pour nous montrer quelque chose, et ce quelque chose, bah, il est souvent en nous. Par contre, mon discours ne va pas vous plaire,
Si vous espérez recevoir la communication animale du jour au lendemain comme un don, comme ça se peut se passer dans certaines initiations Reiki, où finalement le maître Reiki, parce qu'il a ces 3 niveaux, il impose les mains et ça y est, vous êtes capable de faire un soin Reiki. Des initiations qui se passent comme ça, ben là, non, c'est pas ça. C'est vraiment un apprentissage étape par étape, avec de la pratique, avec de du temps, avec voilà, une évolution et du coup un investissement personnel. Euh, Mon discours va pas vous parler aussi si vous attendez que votre animal change pour correspondre à vos attentes, que ce soit dans l'idée d'apprendre la communication animale ou que ce soit dans l'idée de faire appel à un communicant animalier. C'est pas parce qu'on va parler avec lui que l'animal va être en mesure de se transformer ou de transformer radicalement ses comportements, ou ses réflexes, ou ses états émotionnels. Et donc c'est vrai qu'on peut parler avec lui, mais on peut pas le transformer comme on veut. Et donc la communication animale ne permet pas forcément de se faire mieux obéir les animaux. Parfois même, ça permet à l'animal d'être dans une forme de négociation. Euh, donc un animal qui a été un peu éduqué avec, par exemple, d'une chienne à moi, elle a été éduquée avec des méthodes de renforcement positif et la communication animale, mais du coup, quand elle veut partir, parce que bon, elle part et avant elle partait parfois pendant 45 minutes en plein milieu de la balade et puis il fallait la retrouver, enfin voilà. Elle nous regarde et puis si on lui dit vas-y, mais on se met d'accord avec elle sur une notion de durée. Ça marche plutôt bien, mais parfois on lui dit non et elle dit ah ben si quand même parce que moi j'ai vraiment envie et puis je te promets que je reviens, mais là il faut que tu me laisses partir et elle part quand même. Donc ça fait pas forcément des animaux obéissants. Ça fait des animaux qui peuvent se sentir un peu libres de négocier aussi. Maintenant, comme on a la communication, on peut négocier. Et c'est là où c'est intéressant parce que l'animal, s'il n'a pas un nom systématique et qu'il se rend compte que bon, bah, finalement, s'il joue le jeu, ben après, il aura le droit de repartir, mais bon, pas 45 minutes, 10 minutes, et après il revient, et donc ça se passe mieux. Il comprend vite où est son avantage. Hein. Ça va plutôt se passer dans une collaboration que dans une démarche d'obéissance. Évidemment, si vous refusez tout changement, ben, ça va pas fonctionner. Simplement parce que quand on communique avec un animal, on est soi-même son propre outil. Et un outil, ben, comme un instrument, en fait, ça s'entretient, ça s'accorde. Euh, et du coup, il y a des fois où il faut accepter de se, ben, parfois de laisser un peu de temps. Bon, ok, là, je suis dans un état émotionnel où je peux pas communiquer, je communique pas. Parfois se remettre en question pour s'accorder justement et être dans cet état, cette attitude recherchée pour communiquer avec un animal. Je replace ici un petit rappel parce qu'il y a des personnes qui nous rejoignent depuis que j'ai commencé à parler. Euh, je vous précise que en fait, je vais répondre à toutes vos questions à la fin de la conférence. Donc, s'il y a une question qui vous vient pendant la présentation de la conférence, vous l'écrivez dans l'espace questions, il n'y a pas de souci, mais moi, je ne vais pas le lire tout de suite, simplement parce que je ne peux pas en même temps lire les questions, y réfléchir, faire la présentation, tout ça. Et donc, à la fin, je prends le temps de lire toutes les questions que vous aurez rédigées et évidemment, d'y répondre. Ne vous privez pas. Alors, je vais vous présenter mon parcours aussi de communication animale parce que ça va aussi vous permettre de vous rendre compte de ce que ça peut représenter d'apprendre la communication animale et puis des difficultés aussi qu'on croise sur ce chemin-là. Alors moi, j'ai grandi parmi les animaux, ce qui a conditionné un petit peu, je dirais, mon orientation professionnelle à l'âge adulte, évidemment, puisque bah, la communication avec les animaux, je l'ai quand même pas mal développée en vivant avec eux. Et je ne parle pas que de cette communication sous forme subtile, intuitive, mais aussi cette communication par le regard, par la gestuelle, par la voix. Vous qui avez des animaux, évidemment, vous communiquez déjà avec eux, avec tout un tas de codes que vous avez mis en place entre eux et vous. Mais cette communication-là, par les signes, par les gestes, par la voix, c'est déjà en fait créer un lien avec une espèce différente, c'est déjà accéder aussi à une certaine perception de la réalité, une certaine manière de vivre la vie, un certain contact avec le vivant, qui est différente des humains. Donc
ça nous donne déjà accès à la pensée animale, en fait, hein, à la sensibilité animale, à l'émotivité animale. Il faut vivre avec eux pour se rendre compte, en fait, de tout ça. Donc, mon initiation à la communication animale, elle date de 2004. Euh, donc, j'ai eu des expériences spontanées avant, dont je vous parlerai après. Donc là, en 2004, j'ai suivi une formation à Namur, en Belgique, au mois de novembre, de 2 jours en communication animale pour apprendre cet outil, je dirais, hein. Euh, et puis après, en 2006, j'ai commencé à donner des ateliers de communication animale pour les enfants. Les enfants ont évidemment plus de facilité à développer ça que les adultes, déjà parce qu'ils se prennent pas trop la tête en général. Alors, moi j'ai remarqué quand même parce que de 2006 à 2020, il s'est passé 14 ans et c'est pas les mêmes enfants. Aujourd'hui, je suis en face d'enfants qui se prennent vraiment beaucoup plus la tête qu'en 2006. J'ai l'impression que les enfants ont beaucoup moins de spontanéité, ils veulent tout comprendre, ils réfléchissent, il faut qu'on leur explique, ils sont dans une démarche très mentale par rapport à il y a 14 ans où on pouvait, à travers le jeu, très facilement accéder à la communication animale. Donc c'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte que notre société, elle évolue, donc la mentalité, elle évolue. Et au niveau des programmes pédagogiques, pour les enfants, il faut aller vers des choses qui calment le mental et qui le nourrissent aussi, mais correctement. Alors qu'avant, on allait que dans le jeu. Et pour les adultes, il faut aller vachement plus dans le jeu qu'avant, qu'il y a 14 ans. Alors que par le passé, la communication animale présentée aux adultes, il fallait que ça soit quelque chose de très, très intellectuel. Donc c'est assez intéressant de voir cette évolution de la pensée par rapport au type de pédagogie qu'il faut appliquer pour que ça passe bien. Voilà, donc petite parenthèse par rapport à ça. Et sinon, par ailleurs, je suis donc diplômée en naturopathie, donc je travaille aussi comme naturopathe, bien que avec le temps, la communication animale prenne beaucoup plus de place que la naturopathie. Alors de 2004 à 2014 à peu près, j'ai donné des consultations en communication animale de manière bénévole. Pourquoi de manière bénévole? Ben, simplement parce que à l'époque, en 2004, la communication animale, on n'en parlait pas. Quand je disais, moi, je parle avec les animaux, ben, la grande majorité des gens que je croisais me prenaient pour une cinglée. Et donc, moi, je préférais proposer la communication animale de manière bénévole parce qu'en fait, quelque part, on ne sait jamais. Et je pense que pendant 10 ans, j'ai pratiqué la communication animale en étant toujours sur cette question, est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que c'est moi qui me crée un film? Et j'avais besoin de beaucoup de preuves pour trancher cette question parce que pendant 10 ans, j'ai fait une communication par jour. Donc, ça en fait un sacré paquet avec à chaque fois une comparaison de mes résultats, confrontée à la réalité, confrontée à la perception, donc la réalité que moi je peux observer. À l'époque, je me déplaçais sur le lieu de vie de l'animal pour vérifier certaines choses et la perception du responsable de l'animal, de son gardien. Donc ça a vraiment été une période de 2004 à 2014, je dirais presque de recherche en fait, de pratique à des fins de recherche pour m'assurer de la fiabilité de la communication animale. Et donc, j'ai pratiqué avec plein d'animaux différents, d'espèces différentes, sauvages, domestiques, animaux de travail, euh, dans des contextes très variables. Puis j'ai même fait avec sur demande d'autres humains, des enfants, bébés, personnes privées dans le coma, par exemple, ou privées de moyens de communication, etc. Donc, une espèce d'exploration de la communication animale pendant 10 ans. Et puis, j'ai débuté un partenariat avec Anna Evans. Donc, Anna Evans, c'est une personne qui est pionnière de la communication animale en France, en Belgique, en Suisse. Elle a commencé en 88. Euh, et donc, voilà, donc j'ai fait plusieurs formations avec elle et on a commencé un partenariat dans lequel le but était que, in fine, j'enseigne sa méthode à sa place. Et puis après 2 ans et demi de mise en place de ce partenariat, j'ai préféré ne pas m'engager euh, plus avant. Et donc, à partir de 2017, j'ai démissionné de la Fondation Anna Evans pour me consacrer à la création de ma propre méthode d'enseignement de la communication animale. Donc, depuis 2017, maintenant, j'enseigne la communication animale, on va dire, à ma manière. Euh,
Et alors, qu'est-ce que ça m'a appris tout ce parcours finalement depuis le contact avec les animaux quand j'étais enfant jusqu'à l'enseignement de la communication animale? Eh bien moi, voilà, la première chose qui me vient, c'est que c'est vraiment ce que je ressens quand j'ai des personnes qui viennent en formation. En fait, il y a un besoin de se reconnecter à la nature qui est énorme aujourd'hui chez les humains. Et l'animal, c'est aussi un moyen de se reconnecter à la nature, l'animal de compagnie, parce qu'en fait, c'est comme un morceau de vie plus ou moins sauvage, parce que c'est vrai que les animaux de compagnie ne sont pas toujours proches de leurs instincts, mais bon, quand même, cette dimension de l'animal, c'est un lien entre nous et la nature, et la communication animale permet de le faire, même si vous vivez à Paris, dans un appartement au 10e étage d'un immeuble, vous pouvez vous mettre en communication avec l'animal et même vous pouvez demander à l'animal de vous emmener en promenade par la pensée et ça donne vraiment cette connexion avec la nature. Faut pas forcément déménager et aller dans une cabane au fond des bois pour retrouver cette connexion. Euh, Ce que j'ai appris aussi de tout ce parcours, c'est que c'est vraiment important de traduire le point de vue des animaux en sortant de l'anthropomorphisme. Parce qu'aujourd'hui, on a quelque part deux univers. Il y a l'univers des humains qui n'ont pas compris que l'animal était intelligent, sensible, etc. Et donc, qui le voient comme un, je sais pas, presque comme une machine, sauf qu'elle est organique, quoi. C'est-à-dire comme si c'était qu'un système nerveux, et qu'on appuie sur tel récepteur, il se passe ça dans son cerveau, et du coup, voilà. Et puis ça s'arrête là. Euh, voilà, ça c'est une extrême. Et puis de l'autre côté, on a un anthropomorphisme hallucinant qui se développe aujourd'hui, qui est surtout l'apanage des personnes qui en fait se connaissent pas du tout les animaux, qui n'ont pas pu grandir avec les animaux, qui n'ont pas vu d'animaux naître, se battre, se reproduire, mourir, se manger, chasser, enfin voilà, dans leur vie animale, et qui du coup vont projeter notre réalité d'humain dénaturé sur un animal qui est resté quand même relativement naturel. Et entre les deux, il y a ce que les animaux ont vraiment envie de dire et la réalité des animaux. Et la réalité des animaux, elle est parfois très différente de ce qu'on imagine. Et donc, c'est vrai que de réussir à communiquer avec eux pour entendre leur perception à eux, leur vision à eux, ça nous ouvre plein de portes à nous, les humains, mais à eux aussi, parce que finalement, on vit dans une société où l'humain s'est étendu sur toute la planète, il prend toute la place, toutes les lois sont des lois humaines, et pourtant, il y a plus d'animaux que d'humains dans notre société. Parce que pour moi, les animaux de compagnie, à un moment donné, ils font partie de notre société. Et pourtant, on n'entend pas leur voix et on interprète leur comportement selon qu'on a une vision ou l'autre. Voilà. Donc pour moi, plus il y a de gens qui vont parler avec les animaux, plus on sera juste par rapport à eux, en fait, et à leur réalité, et plus on pourra les respecter dans leur réalité à eux. Et donc ainsi, effectivement, les animaux changent notre vision du monde. Et moi, quand je parle de miracle du quotidien, en fait, un miracle, c'est quand on a des lunettes vertes et on pense que la réalité est verte, et puis tout d'un coup, en fait, on se rend compte on met des verres blancs et on se rend compte qu'elle n'est pas verte, elle est mise plein de couleurs, quoi. Et donc, c'est quand, plutôt que de voir une seule issue qu'on n'a pas envie de prendre, on se rend compte qu'il y a des milliers de portes qui peuvent s'ouvrir à cet instant et que on se rend compte que ici et maintenant, en fait, tout est possible. C'est une sorte de déclic, hein, c'est une expérience qui se vit et qui se vit souvent comme par accident, où on prend conscience de ça, de cette immensité, de toutes ces possibilités, de toutes ces couleurs. Et parfois, c'est vraiment l'animal qui peut nous amener à ça, simplement parce que, bah oui, vous voyez une version de la réalité, il vous en donne une autre, et là, tout d'un coup, tout s'éclaire. Donc, mes débuts ont cependant été chaotiques. C'est pas parce qu'aujourd'hui, j'arrive à babeler avec les animaux pendant des heures, que moi, je pratique la communication animale maintenant. Je fais 5 consultations par jour. Et une consultation, c'est 1h30. Et sur 1h30, je suis 30 minutes en dialogue avec l'animal et 1 heure en dialogue avec son humain. Donc, en fait, pendant 2h30 tous les jours, je suis occupée de parler avec un animal. Donc, ça semble facile. Pourtant, c'est pas facile au début. C'est important de se rendre compte, c'est pas parce que j'ai un don, c'est vraiment parce que j'ai appris. Alors, la première initiation que j'ai connue, c'était à travers une relation.
avec un animal, et c'est quand j'étais enfant, c'était la relation avec mon poney. Donc moi, je rêvais d'avoir un poney quand j'étais petite. Et évidemment, dans mon imaginaire d'enfant, ça allait être comme Yakari et Petit Tonnerre, hein. On allait se parler, évidemment. Se parler comme le cheval et l'enfant dans la bande dessinée. Donc j'allais tout comprendre au mot près, et puis il suffirait que je dise des choses comme à une personne, et il allait me répondre comme à une personne. Ensuite, on allait être hyper complices, donc j'allais pouvoir aller partout avec lui, sans selle, sans bride. Et puis j'allais avoir un chien qui allait me suivre partout aussi. Voilà, c'était un peu le rêve de l'enfant. Et puis ben, j'ai un poney qui est arrivé dans ma vie, donc c'était super. Et en fait, ce poney, ben, il m'a marché sur les pieds, il m'a mordu, il m'a un jour poussé dans les fils barbelés, donc j'ai des cicatrices encore dans le dos de cette agression parce qu'il m'avait littéralement agressée. Il a refusé de se laisser attraper dans le pré, donc pendant des heures, je courais après pour l'attraper, pour arriver à faire quelque chose avec lui, il voulait pas. Donc ça n'a pas été du tout la rencontre que j'espérais. Et pendant plusieurs années, j'ai eu très très peur de lui. C'est arrivé dans ma vie quand j'avais 6 ans. Et jusqu'à mes 10 ans, j'ai essayé, mais j'avais peur. Et à chaque fois que j'essayais, on avait presque un accident. Enfin, vous voyez, j'allais à la rivière, il fallait qu'il se couche dans l'eau avec moi sur son dos. Enfin, c'était des trucs comme ça. C'était pas sympa. Et finalement, un jour, j'ai eu un déclic. J'avais 10-11 ans. Euh, je me suis rendu compte qu'il avait fait une bêtise ce jour-là et que juste avant qu'il fasse la bêtise, j'avais vu la scène se réaliser, donc quelques minutes avant. Comme s'il avait anticipé, c'est-à-dire il voyait au loin la barrière où il allait se coincer et où du coup j'allais m'accrocher la selle, enfin voilà. Et au moment donc juste avant d'arriver à cette barrière qu'il pouvait voir, la scène m'a traversé l'esprit et puis après en fait il a fait exactement d'une certaine manière ce qu'il m'avait dit. Et j'ai commencé à observer ça, je me suis rendu compte que ça se déroulait souvent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il prévoyait de faire une bêtise, j'avais l'image en tête avant. Et en fait, ça, c'est de la communication animale, mais à l'époque, je me suis pas dit c'est de la communication animale. Et donc, moi, j'ai essayé de faire pareil. C'est-à-dire que j'ai essayé de fixer quelque chose au loin, un point de repère visuel, d'imaginer quelque chose qui se passe quand on arrive à cet endroit-là, par exemple un départ au galop où on s'arrête, ou quelque chose de sympa pour moi. Et à ce moment-là, il s'est mis à le faire, en fait. Et donc, on a commencé à jouer à ça tous les deux. Et à partir du moment où on a commencé à jouer à ça tous les deux, bah, effectivement, la relation que j'ai eue avec lui a commencé à devenir celle que j'espérais. Parce que du coup, quand j'arrivais dans son prêt et qu'il m'envoyait l'image de j'ai pas envie de travailler, ben on travaillait pas. Et puis si moi je me réveillais le matin avec un objectif parce que j'avais très très envie de faire un truc avec lui, je pensais à lui, je visualisais la scène et puis après on allait le faire ensemble. Et ça, c'est en fait de la communication animale. Mais sauf qu'à l'époque, je pensais pas que c'était de la communication animale. Et je pensais surtout que c'était un jeu entre mon poney et moi, que c'était un petit peu lié à notre intimité, à notre relation. N'empêche que ce qui m'a permis d'arriver à ça, c'est pour ça que j'ai fait une initiation à la dure. Cet animal, il m'a bousculé jusqu'à ce que je comprenne qu'il suffisait de communiquer comme ça avec lui pour que ça se passe bien. Euh, voilà, donc première initiation. Deuxième initiation, bah, c'est en 2004, la formation dont je vous ai parlé. Là, c'était vraiment décevant pour moi parce que finalement, la personne qui m'a conseillé cette formation, elle l'a fait parce que je lui ai raconté ce que je vivais avec mon poney et parce qu'elle a pensé que du coup, j'aurais des facilités à faire de la communication animale. Et donc, elle m'a orientée vers cette formation. Moi, j'étais jeune, en 2004, j'avais 18 ans. Enfin, c'est l'année où j'ai 18 ans. Et du coup, moi, j'y allais certaine que ça allait super bien se passer. Et en fait, pas du tout, quoi, hein. J'ai fait tous les exercices, j'ai suivi tout le protocole. Et plutôt que de communiquer avec un animal, j'étais toute seule, les yeux fermés, je voyais du noir, il se passait rien, j'entendais rien, je ressentais rien, l'animal n'est pas venu. Enfin, j'étais vraiment dans tous mes états à la fin de la formation. J'ai pleuré, enfin, j'étais déçue, quoi, ça marchait pas pour moi. Alors que on était une trentaine à cette initiation, alors que je me rendais compte que les autres, ils avaient vraiment vécu quelque chose,
ils avaient vraiment vu l'animal ou ils avaient vécu une situation qui était un peu comparable à celle que je vous ai décrite avec mon poney, c'est-à-dire ils voient une scène se dérouler et puis en fait ça correspond à la réalité. Ou alors ils entendent quelque chose, mais ils entendaient genre des prénoms qui c'était le prénom des enfants de la famille où l'animal habite. Enfin, c'était assez précis, quoi. Et puis moi, rien. J'étais hyper déçue. Du coup, après cette deuxième tentative, ben, je suis pas restée sur ma déception. J'ai vraiment cherché à partir de ce que j'ai appris. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut que je compare ce que j'ai vécu avec mon poney, parce que ça, je suis sûre que c'est de la communication animale, et que je refasse tous les exercices que j'ai appris pendant la formation, parce que vu que ça a marché pour les autres, ça finira par marcher pour moi. Donc, j'ai travaillé toute seule sur base de ces acquis-là, et ça a fonctionné avec les animaux que je connaissais, avec qui je vivais. Donc j'avais des chevaux, j'avais une vache, il y avait des chèvres chez mes parents et tout ça. Et puis au bout d'un moment, ça fonctionnait, sauf que toutes les infos que je recevais en communiquant avec ces animaux, ben, j'avais l'impression que c'était des infos que j'aurais bien pu deviner par moi-même. Et si vous avez déjà essayé de communiquer avec les animaux, vous avez déjà dû ressentir ça. Et oui, mais quand je parle avec mon animal, c'est évident parce que en fait, je le connais, mon animal, donc je sais déjà ce qu'il va me demander. Hein, donc la première tentative toute seule, c'était avec ma vache, elle s'appelait Carolina. Alors je l'ai vue arriver et puis je lui ai demandé qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Puis j'ai vu un tas de foin tellement grand qu'il dépassait sa hauteur, quoi. Donc, il faisait 4 fois le volume de la vache. Et quand j'ai eu cette image, je me suis dit, bah oui, mais c'est tellement elle, parce que c'est une vache hyper gourmande. Et puis je sais qu'elle adorait le foin, même quand elle était à l'herbe, elle voulait du foin. Je me suis dit, bon, mais c'est tellement elle que quelque part, ça peut être aussi moi qui me le suis auto-suggéré. Et donc, j'ai eu besoin d'une troisième étape, je dirais, pour comprendre que c'était possible pour moi de communiquer avec les animaux. Parce qu'en général, la première étape, c'est je sais pas ce que c'est. La deuxième étape, c'est j'ai envie de le faire. La troisième étape, c'est les autres y arrivent, mais pas moi. Et la dernière étape, c'est en fait, moi aussi, je suis capable de faire, mais il faut que je trouve un fonctionnement qui me correspond, en fait. Et la troisième tentative, c'était un challenge, donc c'est avec un étalon dans un centre équestre, et puis il avait un problème à passer les portes. Et comme son box était dans un bâtiment, pour sortir, il fallait passer la porte du box, passer la porte du bâtiment, passer la porte de la carrière, donc 3 portes pour sortir, 3 portes pour rentrer. Et comme il avait peur de passer les portes, ça prenait un temps fou, en fait, de le sortir et de le rentrer. Et donc, ce cheval, il sortait pas, tout simplement, parce que c'est trop compliqué. Puis, si vous êtes un peu dans les écuries, les chevaux et tout, si vous avez 2 rangées de box, l'une en face de l'autre, et que vous avez un cheval qui coince à la sortie, et ben, en fait, il coince pile entre 2 chevaux, celui de droite et de gauche, il vient lui renifler les flancs, c'est un étalon, il s'excite, s'il y a une jument chaleur à côté, c'est pas la peine. Et donc, c'était très compliqué pour les gens qui avaient ce cheval. Mais c'était aussi très compliqué pour le cheval parce qu'il souffrait de rester tout le temps enfermé dans son box, quoi, hein, c'est pas une vie. Et en fait, là, la communication avec lui, comme c'est un animal que je connaissais pas du tout, j'aurais pas pu anticiper la réponse. Et dans sa réponse, il m'a montré le monsieur qui était son propriétaire avant, avec des détails du genre la casquette, la veste, le logo sur la veste. On pouvait vraiment identifier la personne. Et puis des attitudes d'éducation en fait qu'il avait connues, qui étaient assez brutales finalement, et notamment quelque chose d'assez particulier qui était de lui demander de marcher derrière, alors que de ses 6 mois jusqu'à ses 3 ans, il avait appris à marcher à côté. Et ce monsieur qui l'a repris lui a appris à marcher derrière. Et en fait, du coup, le cheval, quand on lui demande de passer une porte, c'est comme s'il projetait l'image de ce monsieur dans l'embrasure de la porte et il a peur d'avancer parce que s'il avance et qu'il le dépasse, il va s'en prendre une. Alors, dans sa vie, au moment de la communication, le monsieur n'est plus présent puisque ce monsieur, il a vendu le cheval à la dame qui m'appelle. Mais cette situation de devoir marcher derrière l'autre au risque de le toucher avec son nez ou de lui marcher sur les pieds, et donc s'il lui marche sur les pieds, de se prendre une gifle dans le visage, il m'a fait que ce cheval, à chaque fois qu'il voit un espace qui est rétréci, il a l'impression qu'il peut pas passer sans bousculer le monsieur, même si le monsieur n'est plus là.
Et donc voilà, ça a été un peu le déclic pour moi parce que quand j'ai raconté tout ça à cette dame, elle a reconnu la personne en question, sa casquette, sa tenue vestimentaire, ses méthodes d'éducation, les méthodes d'éducation que le cheval avait connues avant ce monsieur-là. Et surtout, quand je lui ai expliqué que ce monsieur n'était plus présent dans sa vie et ne serait plus jamais présent dans sa vie, le cheval, il a repassé les portes sans aucun problème. Voilà. Donc ça a été un peu le déclic. Et c'est vrai que souvent, quand on communique avec les animaux, bah, évidemment, on a besoin d'une preuve pour s'assurer que ça a bien fonctionné. Et c'est quelque chose d'assez important. Donc c'est vrai que moi, j'ai appris à toujours vérifier les informations reçues. Et aujourd'hui, je me dis jamais, parce que j'ai eu l'info, c'est sûr, elle est bonne, je vérifie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si en vérifiant, je me rends compte que c'est pas ça, ben c'est pas ça. On peut se tromper, ça arrive. Euh, Ça arrive de se tromper, évidemment. Alors, c'est vrai que certains animaux sont plus communicatifs que d'autres, et ça, je le précise ici, c'est important parce que vous pouvez avoir trois animaux à la maison, et puis il y en a un, c'est une vraie pipelette, et puis il y en a un, il dit des choses essentielles, et puis il s'arrête parce qu'il n'a pas autre chose à dire, et puis il y en a un, il aime pas trop ça parler. Et donc, si vous faites votre première expérience avec celui qui aime pas trop parler, vous allez avoir l'impression que ça marche pas. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi reproduire un certain nombre de fois la communication animale pour s'assurer que on y arrive, parce que parfois c'est pas le communicant en fait qui a de la difficulté, parfois c'est l'animal avec lequel il communique qui est pas réceptif. Donc c'est important de reproduire plusieurs fois, plusieurs essais, plusieurs expériences dont on va vérifier les résultats évidemment, euh, confronter à la réalité ce que l'animal nous a envoyé comme communication. Donc, dans la communication animale, on a toujours cette notion d'agir. En fait, le but d'une communication avec un animal, bon, ça peut être de parler de la pluie et du beau temps, hein. Vous pouvez, il y a des animaux qui sont demandeurs de ça. Il y en a, comme je vous dis, c'est des pipelettes. Vous pouvez babeler de choses et d'autres, et puis ils vont vous raconter qu'au fond du jardin, quand ils sont allés faire leurs besoins comme d'habitude, bah, il y avait un écureuil. Que du coup, bon, ils n'avaient jamais vu cette couleur-là parce que là, il était noir, alors qu'il y avait déjà vu des roux. Alors du coup, c'est pas trop. Voilà, il y a des animaux qui vont raconter des trucs comme ça. La météo qu'il fait en ce moment, le voisin du box d'à côté, le goût du foin la dernière fois qui était moins bon que celui qu'il a aujourd'hui. Voilà, il y en a, ils sont comme ça. Mais quand même, la plupart du temps, on va plutôt aller vers cette forme de communication avec l'animal pour savoir comment agir. Le but étant toujours de savoir après qu'est-ce qu'on va faire pour que ça s'arrange. Puisque, en tout cas en ce qui me concerne, quand les gens m'appellent pour une communication animale, maintenant que j'offre ce service de manière professionnelle, c'est parce qu'ils ont un problème. C'est quelque chose qui ne va pas. C'est parce qu'il y a un problème d'entente entre les animaux, c'est parce que l'animal a changé de comportement au travail, c'est parce que l'animal a changé de comportement dans son environnement, c'est parce que l'animal présente des peurs, c'est parce qu'il est dans des états émotionnels qu'on ne peut pas comprendre. Et donc le but, c'est d'avoir de la compréhension, mais cette compréhension nous sert à savoir quoi faire pour que ça s'arrange. Donc c'est aussi dans la communication animale aller jusqu'au bout, en fait, jusqu'à je rencontre l'animal, j'ai des informations, mais après, qu'est-ce que je fais de ces informations pour qu'au final, l'animal soit plus heureux, l'humain soit plus heureux et que moi, en tant que communicant, je sois aussi content. Voilà. Alors voilà le parcours que font les personnes. Je l'ai résumé, j'ai essayé aussi de trouver une formulation un peu humoristique. Le parcours que font les personnes avant d'arriver aux formations. Donc ça, c'est un peu quand des gens arrivent au module 1, ils débutent leur formation, ils font leur initiation. Je me renseigne un petit peu sur leur parcours de la communication animale et en général, quand on décide d'apprendre la communication animale, on commence par acheter des livres. Et la plupart du temps, pas un livre, mais trois, quatre livres. Vous achetez un livre parce que vous avez envie de lire des histoires sur la communication animale. Et ça, c'est vrai que c'est super. Il y a plein de bouquins où vous avez des communicants animaliers qui vous racontent leur com. Et c'est magique. Et quand on lit ça, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais faire ça. Et ça m'est arrivé, hein, je l'ai fait aussi après mon initiation quand je galérais à faire des communications et que je me disais, mais moi, j'y arrive pas. Je lisais les bouquins des autres et je me disais, oh, mais comment ils font? J'aurais trop envie de faire ça et en fait, j'y arrive pas.
Donc, on essaie de comprendre aussi ce que c'est la communication animale, comment ça se passe. Il y a un bouquin qui est très bien pour comprendre et qui explique, parce qu'il explique bien ce qui est en jeu, c'est La connexion perdue de Martha Williams. Alors ça, je vous apprends peut-être rien en vous disant ça, parce que c'est quand même un livre qui est super connu. Ici, il y en a un que vous devez lire ou acheter, c'est La connexion perdue de Martha Williams, qui est super bien fait. Parce qu'il est très bien écrit pour comprendre ce que c'est, comment ça marche, etc. Alors, une fois qu'on a compris, il faut y croire. Alors, croire au fait que la communication animale existe, c'est une chose, mais c'est aussi croire que soi-même, on peut y arriver. La plupart du temps, on n'arrive pas à lire ce genre de bouquin jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que c'est pas un roman, et donc ça ne me tient pas éveillée jusqu'à 4 heures du matin. Parce que parfois, il y a des suggestions d'exercices et on se dit, bah, pour aller plus loin, il faut que j'ai fait l'exercice. Ou parce qu'on a sauté tous les exercices et que du coup, après, il faut revenir au début pour les suivre dans l'ordre. Et puis aussi parce qu'on a des horaires, voilà, souvent des vies à 200 à l'heure, il y a le travail, il y a les animaux, peut-être il y a les enfants aussi, le compagnon, la compagne, tout ça, on n'a pas beaucoup de temps. Et à chaque fois que vous plongez dans un livre de communication humaine, vous comprenez à un moment donné qu'il faut méditer, faire de la relaxation, que ça passe à peu près par ce genre de pratique. Et vous vous dites, ah ben oui, je vais méditer. Alors vous vous offrez un coussin de méditation. Vous vous faites peut-être un petit coin méditation, puis vous vous asseyez sur votre coussin et il ne se passe absolument rien. Voire, à chaque fois que vous vous y installez, c'est là que le chien se met à aboyer, ou que le chat décide d'avoir des câlins, ou que les enfants ont besoin de vous. Ou alors, à chaque fois que vous vous y installez, c'est là que vous pensez que vous avez oublié de faire tel objectif sur votre liste, ou que peut-être si vous avez une demi-heure, il faudrait mieux faire une lessive ou terminer de compléter un rapport plutôt que de faire ça. Donc méditer comme ça, tout seul, sans rien, c'est compliqué. Admettons que vous ayez quand même trouvé un truc parce que le bouquin que vous avez lu, il est bien fichu et que du coup, vous avez quand même l'idée d'une étape de méditation. Vous allez essayer avec votre propre animal. Admettons que ça marche. Vous allez vous dire, bah oui, mais c'est mon animal, je le connais par cœur. Évidemment qu'il me dit ça, je le savais déjà et donc c'est pas une preuve que j'ai pu communiquer avec un animal. Du coup, vous allez finir par vous tourner vers une formation. Mais comme vous savez pas quelle formation choisir parce qu'il y en a plein, vous vous dites, je vais faire une formation courte et pas chère. Une demi-journée, 2 heures, peut-être en ligne, comme ça c'est moins contraignant. Et là, soit vous allez obtenir des résultats encourageants, vous dire ouais, en fait ça marche. Soit vous vous dites bon, c'est peut-être pas assez une demi-journée. Mais souvent on a des résultats encourageants. Pourquoi? Parce que sur une formation courte d'une demi-journée ou de 2 heures, la personne qui vous donne le cursus, en fait c'est pas une formation. Je dirais que ça peut être une expérimentation. C'est qu'elle va vous guider dans un exercice de méditation et parce que vous êtes guidé, vous allez réussir à le faire, qui va vous faire faire la communication avec votre animal et ça va marcher. Je propose parfois une initiation de courte durée comme ça. Et là, à la place de la conférence, j'aurais pu prendre ce temps pour vous faire vivre l'expérience d'une communication avec un animal. C'est très facile. C'est très facile, oui, de vous faire vivre cette expérience-là. Mais après, retour à la maison et arriver à le faire soi-même, c'est une autre paire de manches. Donc, on va douter des résultats, comprendre qu'il faut vraiment gérer cette histoire de méditation, mais bon, en même temps, s'il faut faire des cours de méditation, ça va être encore plus lent que d'avoir les bonnes méditations. Et donc, à propos d'un moment, c'est énergivore. On peut tourner soi-même tout seul. Ça peut être un chemin long et difficile, sauf si vous êtes quelqu'un de rigoureux, d'organisé et que vous avez du temps. Vous vous dites, bon, allez, tous les jours une demi-heure pour la méditation, je lis un chapitre par jour de mon bouquin, je croise les infos qu'il y a entre les deux bouquins, je me fais mon propre cours, mais il y a quand même pas beaucoup de personnes qui ont ce profil. Et puis, si vous arrivez à faire ça vraiment, bah, vous avez les aptitudes qu'il faut pour créer une formation. Alors, donc, effectivement, je suis plus ou moins passée par là. Alors, je dis plus ou moins parce qu'à l'époque, bah, je n'avais pas Facebook, mais même 2004, je ne sais même pas si Facebook existait déjà. Je me demande si c'est pas 2005, le début de Facebook. Je sais pas, moi, ça fait que 2 ans que j'y suis, 3 ans maintenant. Euh, la communication animale était peu connue, ça veut dire que je ne pouvais pas rencontrer des gens avec qui parler de mes expériences de communication animale, parce qu'aujourd'hui, si vous allez voir un peu sur Facebook, et je suppose que vous y êtes vu que cette publication elle est passée sur Facebook, vous avez quand même des groupes qui parlent de la communication animale, des communautés Facebook
où les gens vont poster des témoignages, où il va y avoir des listes de professionnels. Enfin, il y a quand même les réseaux sociaux, là, ils nous servent dans ce sens-là. Et du coup, la communication animale commence à être quand même vraiment connue parce que maintenant, je peux discuter avec des parents d'enfants quand je vais mettre mes enfants à l'école et puis je me rends compte qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de la communication animale et ceux qui n'en ont pas entendu parler, on peut en parler, ça les étonne même pas. Alors que je suis quand même dans le Lot. Je veux dire, c'est pas non plus un département très urbanisé. Et encore, je suis dans un espace justement très rural. Donc pas forcément là où ce genre d'idée circule le mieux. Mais je pense que les réseaux sociaux, ça aide beaucoup par rapport à ça. Alors les formations coûtaient vraiment très cher à l'époque parce que c'était donc bon, déjà parce que c'était en présentiel, mais aussi c'était rare. Alors qu'aujourd'hui, bon, effectivement, bon, on a accès à pas mal de choses en ligne aussi. Euh, Et donc, il y avait toutes ces complications-là. Et du coup, je me suis dit, bon, ben tiens, moi, j'ai maintenant les moyens, le parcours, le cursus, tout ce qu'il faut pour créer un cours de base en communication animale, donc que j'ai créé en 2017, afin que ça devienne facile et léger, finalement, d'apprendre la communication animale. Je vais vous en parler un peu plus après. Mais maintenant, je voudrais vous partager trois astuces, en fait, qui permettent vraiment d'avancer dans l'apprentissage de la communication animale pour ceux qui ont déjà commencé en fait, hein, parce que peut-être vous avez déjà suivi une formation ou peut-être vous êtes occupé d'apprendre en autodidacte par vous-même. Alors, la première chose à vraiment intégrer, c'est que l'animal peut tout comprendre, même si vous n'êtes pas occupé de lui dire dans un état de méditation ou d'une manière particulière. Donc, c'est comme si les animaux, ils étaient tous télépathes nés, d'une certaine manière. Bon, là, vous avez déjà remarqué que votre cheval, dans son pré, il va se laisser attraper si c'est pour bon, être travaillé, s'il aime ça. Et le jour où c'est pour le maréchal Ferrand, il n'y a plus personne. Alors, bon, c'est le même licol. Alors, vous dites, oui, mais bon, c'est parce qu'il a vu la voiture du maréchal Ferrand. Alors, cette fois-ci, je vais aller le chercher à l'avance. Je vais changer de licol, je vais utiliser le même licol. Enfin, et là, bon, ben, on se rend compte quand même que, bon, comme si l'animal avait lu dans les pensées. Vous vous dites, je vais cacher le licol dans un seau, je vais mettre un seau de carottes au-dessus de ce seau-là, comme ça, lui, s'il utilise son odorat, il va sentir les carottes, et comme ça, il va pas se rendre compte que j'ai mon licol avec pour aller l'attraper, et en fait, là, le cheval, il va même pas venir manger ses carottes. Vous voyez, ce genre de choses. Ça a dû vous arriver. Ou alors, votre chien semble anticiper le moment où vous allez rentrer. Le chat qui, vous êtes en vacances, c'est votre voisine qui nourrit le chat, il disparaît pendant 2 semaines et la veille de votre retour, il rentre à la maison. Ce genre de choses, c'est vraiment des situations que beaucoup de gardiens d'animaux ont pu rencontrer. C'est lié au fait que votre animal, en fait, il perçoit vos pensées sans que vous ayez besoin de les exprimer avec des mots ou avec des gestes. Donc, et ça peut être très précis. Et on s'en rend vraiment bien compte en parlant avec les animaux. Donc l'exemple que j'utilise toujours parce qu'il est assez impressionnant, c'est une communication avec une jument qui vivait en Belgique à l'époque. Il s'agissait d'un déménagement en Crète, donc évidemment le cheval n'était jamais allé en Crète. Euh, et la jument, donc il l'a préparé à ce voyage finalement. Pendant la communication, elle m'a fait faire le tour des écuries dans lesquelles elle allait aller vivre en Crète. Donc à la fin de la communication, je savais quel était son box, à quel endroit dans l'écurie, où était la carrière, à quoi ressemblait la carrière, qu'il y avait aussi un espèce de petit pub café pour boire un verre sur une terrasse un peu surélevée. Et puis j'ai vu le chemin qu'on prend depuis l'écurie pour aller jusqu'à la mer. Donc la mer allait à 200 mètres de l'écurie, etc. Et ça correspondait en tout point à la configuration des écuries dans laquelle la jument allait aller alors qu'elle n'y avait jamais mis les pieds, puisqu'elle vit en Belgique et que l'écurie est en Crète. Donc la gardienne de l'animal, elle était un peu bluffée, évidemment. Et la question, c'est surtout, mais comment est-ce que mon cheval peut connaître la disposition de son futur habitat? Eh bien, simplement parce que la cavalière, elle a visité l'écurie
Elle a fait attention à plein de détails, donc elle a choisi quel serait le box où son cheval irait dans l'écurie. Elle a remarqué qu'il y avait effectivement un petit café-bar où parfois il joue de la musique. Donc le cheval, il a enregistré aussi. Attention, le truc, il est à côté de la carrière où on travaille et parfois il y a de la musique. Donc parce que elle y a pensé. Elle s'est dit mais comment ça va se passer quand je vais travailler avec mon cheval dans la carrière s'il décide d'allumer la musique, vous voyez ce genre de choses. Et tout ça, en fait, elle l'a raconté à une copine à elle pendant une balade. Donc, elle montait sa jument et la copine montait un autre cheval. Et pendant cette balade, elle a raconté tout ça à son ami. Et le cheval, il a perçu 100% des infos. Non pas parce qu'il a compris les mots qu'utilisait sa cavalière, mais parce que quand la cavalière raconte ce qu'elle a vu, dans son esprit, il y a le souvenir de ce qu'elle a vu. Donc, il y a tout un tas d'images qui sont générées parce qu'elle l'a vécu, parce qu'elle l'a vu, hein, elle s'en souvient. Et l'animal, il peut avoir dans son esprit les images que sa gardienne a dans son esprit à ce moment-là. C'est une pensée en images, ou en goût, ou en odeur, ou en sensation. Donc c'est une pensée en perception, en fait, la pensée de l'animal. Et nous avons aussi cette pensée-là, sauf que nous avons aussi le langage qui crée un deuxième type de pensée qui est une pensée conceptuelle. Et nous avons tendance à utiliser le langage pour raccourcir, parce que derrière un mot, nous avons plein d'images en fait, qui sont générées. Donc un mot, c'est une synthèse de toutes ces images-là. Sauf que sans qu'on s'en rende compte, en fait, nous voyons ces images. En fait, on a une partie de notre esprit qui voit ces images et une partie de notre esprit qui est concentrée sur les mots qu'on dit. Et si vous vous observez penser, vous allez vous en rendre compte. Donc l'animal, il peut percevoir ces images-là, ces pensées en images. C'est pour ça que bon, si vous avez le projet d'adopter un chien blanc, votre perruche, c'est arrivé hier soir à une session de pratique avec des personnes qui apprennent la communication animale avec moi. Donc, ils parlent avec une perruche et puis une dame, elle dit, j'ai vu un petit chien blanc. Et en fait, la propriétaire de la perruche, elle n'a pas encore le petit chien blanc, mais elle a comme projet d'adopter un petit chien blanc. Et donc, elle est occupée de regarder les annonces, de se renseigner, les élevages, etc. Et la perruche, elle sait très bien qu'il y a un petit chien blanc qui va arriver à la maison. Hein, donc ça, Alors maintenant, vous allez commencer à être flippé, à vous dire, mais si mon animal comprend tout ce que je pense, il va falloir que je fasse attention parce que l'animal, il peut comprendre aussi quand vous êtes occupé de vous dire mais il m'énerve ou il est paresseux ou il n'en faut pas une. Je me souviens d'un cheval qui m'a dit j'en ai marre qu'on me dise que je suis un petit branleur. Et en fait, les gens lui disent ça. Ils disent à la cavalière non mais ton cheval c'est un petit branleur de toute façon. Et en fait, donc lui, moi, j'ai mis ce mot-là l'émotion, le sentiment de jugement que le cheval avait. C'est le mot qui est sorti, mais en même temps, c'est le mot qu'il entend aussi. Hein. Et il se rend compte que les gens le jugent en trouvant, c'est parce que les gens trouvaient que il en faisait qu'à sa tête, qu'il travaillait pas, enfin bon, un truc comme ça. Donc les personnes avaient tendance à lui dire ça. Donc nos animaux, ils reçoivent tout ça à 100%. Maintenant, c'est vrai que parfois, il y a des vraies incompréhensions. Et les vraies incompréhensions viennent de ce que nous, les humains, nous pouvons penser plusieurs choses en même temps. Et nous pouvons penser en même temps quelque chose avec une intention qui est le contraire. Donc, je vous donne un exemple. Je me souviens d'une participante à mes formations qui était éducatrice canin et elle avait un chien. Euh, et en fait, son chien, bon voilà, il saute sur les personnes, puis c'est un gros chien, puis il vous lèche au visage, et puis elle est pas épaisse, alors du coup, ça la déséquilibre, et puis bon, ben avec une personne plus petite, ça peut la faire tomber, etc. Et donc, elle donne à son chien des indications par le comportement pour l'éduquer à garder les quatre pattes au sol quand il voit quelqu'un. Sauf que elle, donc elle demande au chien pourquoi, malgré ses efforts d'éducation, il continue de le faire avec elle. Parce qu'au final, il a arrêté de le faire avec tout le monde sauf avec elle. Et le chien, il lui a répondu, quelque part, il dit, mais ça te fait tellement plaisir. Voilà, que je fasse ça. Et en fait, c'était vrai. C'est-à-dire que la dame, quand elle voyait son chien lui sauter dans les bras comme ça, elle ne peut pas s'empêcher
de vouloir lui ouvrir grand les bras puis de le serrer en fait. Ça lui fait super plaisir. Donc l'animal il comprend l'intention. Après il comprend bien les exercices d'éducation, il n'y a pas de problème. Sauf que si l'intention de la dame c'est de le serrer dans les bras, ben lui il fait ça quoi. Hein. Donc on a des erreurs de communication parce que parfois il y a un message qui est antagoniste en fait entre ce qu'on a envie et ce qu'on manifeste ou ce qu'on lui demande. Parfois, on pense deux choses en même temps. Et parfois aussi, nous sommes dans un état émotionnel qui brouille les pistes. Donc, par exemple, votre cheval, il a un problème de transport. Vous tremblez de peur à l'idée de vivre un transport avec votre cheval. Et puis, vous lui dites, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et ben là, le cheval, il peut pas comprendre que vous dites ça va bien se passer. Il va juste comprendre que le transport, c'est vachement flippant. Autre chose aussi qui perturbe qui va créer un porte-à-faux dans la communication avec l'animal, bien que lui, il puisse très bien comprendre tout ce qu'on pense, c'est qu'on va avoir tendance à penser à la situation telle qu'elle est et telle qu'elle nous dérange. Par exemple, vous avez un chien qui fait des allers-retours le long de la clôture, vous allez vouloir qu'il arrête de faire ça, et donc à chaque fois que vous allez penser à la situation, vous allez penser au chien qui fait des allers-retours le long de la clôture. Faites simplement l'exercice de penser au chien qui reste dans son panier quand une voiture passe au lieu de faire des allers-retours. Parce que la plupart du temps, on ressasse la même chose. Et quand on est dans le ressassement, hein, ce qui est un peu caractéristique de notre manière de penser, de notre mental, quand on est dans le ressassement, le message que l'animal reçoit, c'est celui qu'il a déjà reçu, en fait, et ça tourne en rond un petit peu. Puis l'animal, il n'a pas forcément imaginé quelque chose de différent que ce qui existe déjà. Voilà, donc en fait, on peut faciliter la communication avec l'animal en clarifiant l'intention, en formulant un message qui est cohérent et accessible pour lui. Il faut toujours penser que ça colle avec la réalité de l'animal. C'est bien si on est plutôt calme, donc pas dans les émotions. Si on arrive à être concentré sur l'animal, sur ce qu'on a envie de lui dire, c'est bien de ressentir qu'il y a une connexion particulière avec l'animal à ce moment-là. Soit il porte son attention sur vous, il vous regarde, soit euh, vous, le, vous le faites à distance, mais vous sentez qu'il y a ce lien. Et puis après, vous allez plutôt penser à ce que vous aimeriez qu'il ait comme comportement plutôt que de penser à ce qu'il a déjà. Alors, si vous voulez, il y a sur mon blog un article qui vous donne les étapes pour faire passer un message à son animal. Donc, avec un petit exercice étape par étape. Alors là, j'ai le témoignage d'une personne qui a participé aux formations avec moi. Et donc, justement, c'était une situation où elle n'a pas pu faire une communication vraiment avec l'animal parce que bon, la situation était un peu particulière. C'est pas son chien. Le chien est un peu perdu. Il y a un moment de stress. Elle est dehors avec ses propres chiens. Donc, elle n'est pas dans un contexte pour faire une communication avec l'animal, mais elle s'est dit, bah, je vais quand même essayer de faire passer un message euh, simplement comme ça, mais juste en étant bien concentré, bien dans les émotions, voilà. Et en fait, vous voyez, si vous lisez ce témoignage, finalement, le chien a répondu au message parce qu'il est revenu. Et surtout, il a manifesté un comportement un peu particulier avec elle alors qu'il ne l'avait pas manifesté au début. Euh, Simplement parce que l'animal sait aussi avec qui il a communiqué. Alors, la deuxième astuce, tout le monde peut communiquer avec les animaux, donc ça, j'en ai déjà parlé. Mais c'est vraiment de se rendre compte que vous aussi, vous pouvez communiquer avec les animaux. Et ça, c'est parfois un gros blocage. C'est-à-dire, j'essaye une fois, deux fois, et puis je me convainc que moi, je peux pas y arriver, alors que les autres y arrivent. Et souvent, j'entends, moi, je crois à la communication animale, mais je pense que j'aurai des difficultés parce que je suis trop cartésienne. Ça, c'est le top 1. Euh, le vainqueur du top 5, trop cartésien, trop cartésienne, voilà. Parfois, euh, je sais que ça existe la communication animale et que les autres y arrivent, mais moi, j'y arriverai pas parce que je suis tout le temps occupée de penser. Alors, bienvenue au club, hein, c'est comme tout le monde. On est tous tout le temps occupés de penser. Donc, en fait, il y a des moyens d'arrêter de penser, il y a des outils pour arrêter de penser. Et un outil pour arrêter de penser, c'est pas de se forcer à ne pas penser. C'est pas possible, ça. C'est d'utiliser son mental autrement. Hein. Donc, c'est des choses que vous pouvez apprendre, évidemment, dans la formation. Apprendre à utiliser son mental autrement
pour gérer le flux des pensées, pour ne pas avoir de pensées parasites. Mais c'est un problème que rencontre la grande majorité des personnes, et puis ça se travaille tout le temps. Je veux dire, moi-même, avec les années de pratique, il y a des jours, si j'ai un truc qui me titille, à un moment donné, il faut que je m'applique à moi-même les exercices de débutant pour réussir à canaliser cette pensée qui peut être parfois très envahissante. Euh, alors cette illustration, en fait, c'est une illustration que je propose aux participants à mes formations, pendant la formation. Euh, En général, les gens sont autour de je veux le faire quand ils arrivent. Ils sont entre je n'y arriverai pas et comment puis-je le faire après quelques exercices, parce qu'il suffit qu'il y ait un exercice qui n'ait pas fonctionné, sans parler de communication animale, pour que la personne croie qu'elle n'est pas capable. Et à la fin du stage, euh, je dirais 99, enfin 99,9% des participants terminent sur la dernière marche, quoi, hein. Oui, je l'ai fait. C'est vraiment quelque chose qui est accessible à un grand nombre de personnes et souvent on se bloque soi-même en fait. On est son propre, on est son propre ennemi à force de se dire mais de toute façon moi je suis trop stressée, je peux pas me détendre, j'ai jamais réussi à méditer, je suis quelqu'un qui n'a pas d'imagination donc je visualise pas. Voyez, on est souvent un petit peu dur avec soi-même, hein. Voilà, je vous ai fait un peu la liste de ce que j'entends quand je donne des formations, et c'est toutes des phrases par lesquelles on essaye de se persuader qu'on n'y arrivera pas. C'est le début de l'auto-sabotage finalement. Euh, et puis je vous ai mis en grand le oui, mais, parce que oui, je peux le faire. Et quand on associe ces deux mots oui, mais, c'est que il y a un conflit entre le cœur et la tête. Le cœur dit oui et la tête dit mais. Et finalement, c'est souvent là où on a le plus envie d'aller, quoi. J'ai trop envie de parler avec les animaux, mais je suis trop cartésienne, mais je suis trop dans mon mental, mais je parviens pas à me détendre. Voilà, c'est un peu comme si je me trouve des excuses pour ne pas aller là où j'ai pourtant très envie d'aller, parce qu'il y a peut-être des peurs. Enfin voilà, c'est des mécanismes qui sont tout à fait normaux et qui se traversent l'air de rien et très facilement d'ailleurs pendant les formations, hein. Ça ne demande pas de suivi particulier de dépasser ça, hein. C'est juste une difficulté qui est naturelle. Et bien souvent, c'est quand même lié un petit peu à la confiance en soi, à l'estime de soi. On a ce critique intérieur, toutes les reproches et tous les défauts qu'on a un jour pu nous assigner pendant qu'on se développait, on les a bien gardés en mémoire et on a créé un critique intérieur avec ça qui va ressortir dès qu'il a l'occasion. Non mais rappelle-toi, tu es comme ceci, tu es comme cela, donc tu ne peux pas. En fait, ici on peut, il faut y aller. Voilà. Donc ici le témoignage un petit peu long du coup de Dominique, que j'aime bien parce que finalement, elle est vraiment passée de je crois même pas que communiquer avec les animaux soit possible. Euh, donc elle pensait qu'on allait être dans quelque chose de comportemental et puis bon, elle est arrivée dans une formation, comme elle dit, allons voir ces illuminés, hein. Ouais, quelque part elle se disait bon, moi j'en aurais le cœur net, je serais certaine que c'est pas possible de communiquer avec les animaux. Donc vous voyez qu'en lisant ce témoignage, bah, finalement après 3 jours de formation, donc à la fin du module 1, elle se rend compte que bah, la communication animale, c'est bien réel, ça fonctionne. Elle a pu tester avec ses animaux, elle a expérimenté elle-même avec des animaux qu'elle ne connaissait pas, etc., etc. Et du coup, elle va un peu plus loin, elle fait le module 2, donc 2 jours de formation, hein. Donc après 3, il y a 2 jours de formation. Et là, elle parvient à recevoir les messages d'un cheval, d'un chien et même d'une poule. Donc là, ça montre aussi, ben, en fait, effectivement, euh, ça marche pour elle aussi. Et puis, elle n'a pas encore fait, je pense, euh, les 2 derniers jours de formation, parce que moi, je donne un cours de base qui dure 7 jours au total, mais qu'on ne peut pas forcément suivre les 7 jours en une seule fois.
Mais donc voilà, ça montre que effectivement, même quand on part du stade de il faudra me convaincre que c'est possible de parler avec les animaux, parce que c'est possible d'arriver après à être soi-même communicant animalier en seulement 5 jours quand même, hein. Après, voilà, il faut pratiquer souvent pour avoir plus d'informations, durer plus longtemps, etc. Alors, troisième astuce, il suffit de se relaxer. Je l'ai vraiment écrit comme ça exprès parce que quand je parle de se relaxer, la plupart des gens me disent ah oui, c'est facile à dire, hein. Oui, facile à dire, pas facile à faire. Mais en fait, il y a des trucs pour que ça devienne facile de se relaxer, hein. Et il faut pas forcément quitter votre emploi, votre mari, vos enfants et partir en vacances toute seule pour pouvoir vous relaxer, en fait. La plupart du temps, c'est vraiment une question de planification, d'organisation et surtout de support et d'exercice, en fait. Si vous vous asseyez sur un zafu pour méditer en décidant de ne penser à rien, la seule chose que vous allez faire, c'est vous énerver. Et peut-être qu'après vous êtes énervé pendant un mois, tous les jours, vous allez finir par comprendre que ben, la méditation, c'est apprivoiser ce rien. Et à ce sujet, il y a un bouquin qui est super, c'est Foutez-vous la paix de Fabrice Midal. Parce qu'il a une perception de la méditation qui est finalement assez proche de ce que moi je recherche dans la communication animale, enfin dans cet état dans lequel j'accompagne les personnes dans la communication animale, ou cet état, c'est pas que j'accompagne les personnes, c'est que dans les formations, je guide les personnes à trouver un certain état, et en fait, ça correspond assez à la pratique de la méditation de Fabrice Midal. Je me suis rendu compte en découvrant ce bouquin, donc foutez-vous la paix, vous pouvez le lire, ce bouquin il est vraiment super. S'il y en a deux que vous devez lire, c'est La connexion perdue de Martha Williams et Foutez-vous la paix de Fabrice Midal. Donc, c'est accepter ce rien, sauf qu'accepter le rien, c'est très difficile parce on a l'habitude du plein, en fait. Notre agenda est plein, nos habitations sont pleins, enfin, on a l'habitude de ce plein, et puis quand il y a du rien, en général, ça réveille de l'insécurité, etc. Donc évidemment, si votre but c'est de communiquer avec un animal, vous n'allez pas forcément vouloir pratiquer les années nécessaires pour apprivoiser le vide. Donc là, vous allez plutôt trouver des exercices concrets de relaxation qui vous placent dans cet état qui est recherché pour communiquer avec un animal. Parce que pour cette communication animale, évidemment, donc ce serait que là, je m'adresse à vous comme si vous aviez déjà une notion de ce que c'est, hein. Je n'ai pas défini la communication animale, mais quand même, l'humain se place dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Il y en a qui parlent d'état alpha. Cet état modifié de conscience est comparable à l'état qu'on peut trouver dans une séance de sophrologie ou dans une certaine pratique de l'auto-hypnose, pour vous donner une idée. Et ça nous permet finalement d'être neutre dans les émotions, de couper la pensée et de n'avoir plus que cette pensée en image. Exactement comme les animaux, les tout petits enfants. Il n'y a plus la pensée en mots, il n'y a plus que la pensée en image. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas arrêter la pensée, il faut maîtriser la pensée, c'est pas pareil. Et avec cette pensée en image, en fait, on va créer un état de vide pour que ce soit celle de l'animal qui prenne la place dans notre esprit, en fait, d'une certaine manière. Et du coup, il faut avoir les exercices qui vous permettent de vous retrouver dans cet état-là. Et à partir du moment où vous avez des exercices et un support, donc ça peut être un enregistrement, une musique, quelque chose comme ça, des étapes par écrit que vous retenez par cœur et du coup après vous pouvez les refaire. Avec tout ça, ça devient facile en fait de se relaxer parce que vous n'êtes pas occupé de rien faire pendant 30 minutes, vous êtes actif à faire quelque chose, même si c'est pas actif corporellement parlant. Et avec ça, bon ben, ça prend vraiment que les 30 minutes qui ont été mises dans l'agenda, parce qu'évidemment après il faut mettre dans l'agenda les 30 minutes. Et évidemment, c'est d'autant plus motivant si on est accompagné et soutenu. Je veux dire, si on échange, on partage avec d'autres personnes quand on est ensemble, c'est plus sympa parce que c'est pas un peu ça évite d'être dans ce côté je suis seule chez moi à parler avec mon chat. Pour certaines personnes, c'est inquiétant parce que socialement, ça dépend un peu de votre bulle sociale, bien qu'aujourd'hui les bulles sociales elles tendent à être petites. Donc c'est vrai que socialement, c'est pas
toujours hyper reconnu, donc parfois on se retrouve un petit peu seul. Peut-être vous vivez avec des gens autour de vous qui n'y croient pas du tout, etc. Donc c'est vrai que d'avoir des personnes avec qui échanger, c'est assez important. Donc, du coup, voilà. Alors du coup, comme je vous disais tout à l'heure, quand moi je fais une séance de communication animale, c'est 1h30 et c'est 30 minutes de com avec l'animal, suivi de 1 heure au téléphone avec le gardien. Donc tout ce que je perçois pendant 30 minutes, ça me prend après 1 heure de le mettre en mots. Alors évidemment, je mets en mots en m'assurant que le gardien ait compris le sens du message, hein, parce que le sens que l'animal veut faire passer en général, je l'ai bien. Et puis après, on trouve qu'est-ce que cette personne va faire avec cet animal pour cet animal dans le but que ça aille mieux pour les deux. C'est pour ça que ça prend 1 heure avec le gardien de l'animal. Mais parler pendant 1 heure, c'est ce que je viens de faire. Donc ça vous donne une idée de la quantité d'infos qu'on peut percevoir d'un animal en 30 minutes. Et donc imaginez, bon, vous n'allez pas faire ça tout de suite, hein, c'est pas à la fin d'un stage de communication animale que c'est ça. Mais imaginez si vous recevez ne serait-ce que 10 ou 1% de cette quantité d'informations-là. Donc déjà de quoi parler pendant 6 minutes. Mais bon, ça va déjà faire évoluer votre compréhension de l'animal de manière impressionnante quand même. Je vais prendre ici j'ai les notes on a fait une session de pratique hier soir. Donc la session de pratique, c'est quelque chose qui est accessible pour les gens qui ont fait les formations avec moi. Donc je leur donne des exercices en ligne et donc en fait il y a des animaux qui participent et puis un certain nombre de personnes vont faire la communication avec le même animal. Et puis après, elles partagent leurs résultats et on vérifie les résultats en comparant, mais aussi avec le gardien de l'animal. Donc là, je vais vous faire un retour d'une personne qui a fait une communication avec une jument qui est gestante et c'est la question de savoir comment elle se sent, de quoi elle a besoin pour être bien et est-ce qu'elle veut continuer à travailler ou pas en étant gestante. Et en fait, donc l'exercice a duré 10 minutes. La personne a été pendant 10 minutes en communication avec la jument. Donc elle a réussi à percevoir que la jument avait faim. Elle a réclamé du foin, qu'il était l'heure ou le temps de la nourrir et que donc voilà, il était dans cet état-là, donc pas très disponible. Elle avait le nez qui chatouille, une envie d'éternuer, de la gêne dans les naseaux assez haut. Ça gratte, voilà. Qu'elle avait des lourdeurs dans les pattes avant, donc les membres antérieurs engourdis avec une oppression au niveau du thorax. Donc ça, c'est par rapport à comment elle se sent. Les activités, ben, elle veut sortir de son trait pour bouger. Il faut que ça soit léger. Donc le poids sur le dos léger, avec des barres au sol. Pas d'obstacle à sauter, des barres sur le sol simplement. Et elle voudrait faire des grands cercles sans cavalier sur le dos, un peu comme un travail en liberté dans un rond de longe. Et ensuite, elle a perçu que le poulain avait un nom qui pouvait commencer par la sonorité S. Donc, il y avait S dedans, peut-être DS ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, le S était important. Voilà. Donc ça, c'est une personne qui est débutante en communication animale, qui a fait une formation de quelques jours avec moi, qui fait sa pratique. Vous voyez, ça fait quand même déjà beaucoup d'informations. Et en fait, ça permet de se rendre compte, donc la jument, elle a le nez qui coule en permanence en ce moment-là, donc ça permet de se rendre compte qu'en fait, ça la gêne. Au moment de la communication, ben, c'était l'heure du nourrissage, elle n'avait pas encore reçu son foin, donc c'était normal qu'elle réclame son foin. Les membres antérieurs engourdis, c'est une jument qui a 18 ans, elle a de l'arthrose dans les membres antérieurs, et avec son oppression dans le thorax, ça permet de se rendre compte que ben là, elle n'est pas très confortable dans son corps par rapport à son arthrose, donc la propriétaire, elle sait qu'il y a de l'arthrose, mais du coup, elle sait aussi que sa jument n'est pas confortable, donc il est temps de faire repasser l'ostéopathe qui n'est pas passé depuis 1 an. Et les grands cercles ovales, etc., c'est une jument qui fait parfois de l'équifile. Donc, et quand elle est montée, ça peut être aussi par un enfant. Donc, en gros, par rapport aux infos que la communicante a perçues, donc qui est débutante, hein, donc comme je vous dis, c'est quelques infos en quelques minutes. Ça permet de savoir que le cheval, ben, on va continuer de le monter, mais qu'avec un poids léger, donc les enfants. On va plus aller faire sauter des barres, mais elle peut passer des barres au sol et qu'elle préfère garder les séances d'équifile, qui est effectivement un travail sans cavalier sur le dos, c'est un travail à pied. Et l'histoire du S, bah, c'est son 6e poulain et tous ces poulains ont des prénoms qui commencent par S, comme Esperanza par exemple, Esprit, des choses comme ça.
Et donc, effectivement, la jument, bon, bah, elle sait que tous ces poulains, ça commence par la sonorité S, et donc elle parle de ça parce que ça lui est familier. Évidemment, le cheval peut entendre une syllabe et la reconnaître quand on la prononce, même si c'est pas forcément ce que ça veut dire. Ça vous donne une idée un petit peu de ce que peut faire une personne qui débute. C'est quand même déjà pas mal. Ça va quand même déjà pas mal aider cette jument et sa cavalière, du coup, qui va pouvoir adapter ce qu'elle propose comme activité aux besoins de son cheval. Alors, apprendre la communication animale, ça ouvre aussi pas mal d'autres pistes, en fait. Se connaître davantage et autrement, puisque, comme je vous disais, on est son propre outil. Donc, on doit se découvrir aussi à travers cette pratique qui est nouvelle, en fait. Et puis, du coup, vous pouvez parfois être agréablement surpris hein, de certaines facilités, facultés que vous n'imaginiez pas avoir. Ça permet évidemment de développer plus de complicité avec les animaux en général, pas que les vôtres, ceux avec qui, ceux que vous rencontrez en général. Une certaine simplicité de l'enfance, en fait, c'est vrai que il y a pas mal de personnes qui, quand elles sont enfants, se disent, avec moi, je parle avec les animaux, puis les adultes leur disent, mais non, c'est pas comme ça, c'est pas ça et tout. Puis en fait, on se rend compte que ben si, et puis ça peut être simple, et puis tant mieux si la vie est simple des fois. Euh, donc tout ça, c'est, si vous voulez, c'est des retours de sondages quand j'ai demandé aux personnes qui ont fait les formations avec moi ce que ça leur apporte en plus de communiquer avec leurs animaux. Gérer autrement les émotions, simplement parce que par les émotions, dès qu'on est dans l'émotion, la communication avec l'animal ne passe pas. Donc effectivement, c'est important d'apprendre à les gérer. Ça change la vision que l'on peut avoir des relations en général. Alors, c'est aussi par rapport à l'apport dans le programme du module 3 où on a vraiment aussi la communication empathique avec l'humain. Parce qu'un animal, c'est toujours relié à un humain et qu'à un moment donné, ben, il faut pouvoir traduire de l'animal à l'humain et donc trouver les mots pour l'humain et donc être aussi dans l'empathie avec l'humain. Euh, et puis, ben oui, ça permet de faire des rencontres et créer des liens neufs mais profonds et solidaires. Et toujours dans cette session pratique d'hier soir, donc il y a deux participantes qui habitent pas du tout dans la même région, euh, qui étaient, en fait, il y en a une qui a rendu visite à l'autre parce qu'elles se sont rencontrées dans le stage, que une des deux a un projet très sympa avec plein d'animaux et du coup, l'autre lui rend visite. Et en fait, parfois, ça crée vraiment des rencontres avec des personnes qui ont peut-être les mêmes valeurs, les mêmes visions du vivant, de l'animal, etc. Donc, on a un peu dépassé 1 heure, je pense, hein, là, de présentation. J'ai pas de moyen de regarder l'heure, mais je pense. Et donc, on a fait le tour un peu euh, de tout ça, de la communication animale, comment on l'apprend aussi, comment on passe un message à un animal, etc. Euh, J'espère vous avoir ouvert des pistes de réflexion. Et du coup, maintenant, j'aimerais vous présenter en fait ma formation en 7 jours, qui est divisée en 3 modules et qui s'adresse aux personnes qui veulent avoir une pratique amateur de la communication animale ou en complément d'une autre pratique professionnelle si vous travaillez euh, avec les animaux pour leur santé, etc. Donc mon but à moi, c'est qu'un maximum de personnes puissent vivre cette expérience de la communication animale. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui attendent d'être écoutés et compris. Aussi parce que, comme je vous disais, pour moi, c'est une manière de se relier à la nature. Et aujourd'hui, nous en avons besoin. La nature en a besoin aussi, parce que c'est quand on comprend que l'on peut aimer et c'est quand on aime que l'on peut protéger. Euh, et pour vous donner une idée du besoin des animaux dans notre société, donc cet orque qui a été illustré là par Émilie, qui est graphiste, s'est présenté pendant un stage de communication animale à Clermont-Ferrand en 2019 du coup. Donc les participants s'attendaient à parler avec un chien, un chat, enfin un animal avec qui ils devaient faire l'exercice et c'est cet orque qui insistait, c'est-à-dire on fait le compte rendu à la fin, puis plusieurs personnes du stage me disent mais moi j'ai pas pu parler avec le chien, avec le chat parce que j'ai vu une orque. Quand vous avez la moitié du groupe qui a vu l'orque, vous vous dites bon, il y a une orque qui veut communiquer avec le groupe.
Et donc, nous avons accepté cette communication et donc tout le groupe s'est mis à communiquer avec elle. Enfin, je pense une grande partie du groupe. Je ne sais pas si c'est vraiment 100% des participants. Et la première étape, ça a été de lui poser des questions vérifiables pour après comparer. Donc, quel est ton sexe, avec qui vis-tu, est-ce que tu as eu des bébés déjà, combien, bon. Et une fois que les différents communicants qui parlent avec l'orque se rendent compte qu'ils ont les mêmes résultats, que donc ils parlent effectivement avec le même animal, on a pu identifier que donc on parle avec une orque qui est en captivité, nous avons écouté son message. Alors pourquoi ça s'est fait comme ça? Parce que moi je trouve que prendre des messages à la volée comme ça, sans savoir d'où ça vient, pourquoi, comment, c'est un peu tendancieux parce que parfois on peut quand même être dans de l'autosuggestion, hein, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Donc cette première étape de plusieurs communicants qui posent des questions concrètes permet de vérifier avec qui on parle. Alors avec qui on parle, ben, on a fait des recherches après pour voir c'était qui et on a une idée de, de qui c'est, mais je vais pas vous dire son nom parce que j'ai pas envie que ça fasse des histoires avec le parc qui la détient parce qu'après dans le groupe il y a une personne qui a créé toute une organisation qui a contacté le gérant du parc, Louis Setor. Et donc, il y a eu un contact. Ça n'a pas été très loin parce qu'on s'était envoyé balader, évidemment. Voilà. Et donc, son message, on l'a reformulé après en mots pour que ça devienne un slogan facilement compréhensible pour les humains. Je suis enfermée dans un bocal, mais ma conscience est aussi vaste que l'océan. Et les scientifiques qui mesurent mon intelligence sont libres de sillonner le monde, mais leur conscience a la taille d'un bocal. C'est une offre qui fait partie d'un programme scientifique de recherche, entre autres sur l'intelligence animale. Euh, voilà, donc là, c'était une anecdote assez frappante par rapport au fait que bon, cet animal, il a des choses à dire. Et donc, il va s'inviter dans une formation euh, parce qu'il a senti qu'il y avait un groupe d'humains quelque part sur Terre qui avait une conscience qui pouvait l'entendre. C'est un peu comme une bouteille à la mer, ce message. Et donc voilà, ça illustre à quel point ils ont quand même besoin. Donc on sait que ces animaux sont pas bien dans leur milieu. Et donc on n'a pas besoin de communiquer avec eux pour savoir qu'il y a un truc qui va pas. Là, le but de la communication, ça a été déjà d'être à l'écoute d'une demande, mais ça a aussi été de créer un pont entre les deux, qui n'est pas cet écran finalement entre l'humain et l'animal qui se comprennent pas. Parce qu'entre autres, cette orque, elle a plutôt une empathie, un amour, une affection. Voilà. Elle n'est pas du tout en colère contre l'humain, elle n'est pas du tout occupée de se plaindre de son état de santé, même s'il n'est pas très glorieux. Et puis elle a même pu parler de ses soigneurs, et donc du fait qu'il y avait des changements aussi dans les soigneurs, et puis euh, d'un certain lien avec eux, qui est un lien relationnel qui a du sens pour elle. Donc, voilà pour qu'on peut faire avec la communication animale. Donc, on peut quand même vraiment leur rendre service aussi, pas seulement les animaux de compagnie qui ont besoin qu'on change les croquettes ou qui ont besoin qu'on les laisse sortir ou qui ont besoin qu'on change les choses au travail ou quoi que ce soit, mais aussi ben voilà, ces animaux-là qui, qui finalement, ne serait-ce que de pouvoir les écouter et entendre leur message et le divulguer. Voilà. Donc moi, je me suis engagée à partager ce message. C'est pour ça que dans les conférences, il ressort régulièrement parce que c'est un engagement que j'ai vis-à-vis d'elle. C'est important, en fait, de se rendre compte aussi cette notion de intelligence et conscience. Je suis peut-être pas intelligente au sens où vous l'entendez, mais moi, je suis consciente. J'ai une conscience des choses qui est bien plus étendue que ce que la conscience humaine peut s'étendre, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est une formation complète en 7 jours auprès de moi, hein, donc, c'est 3 modules. On commence évidemment par une initiation et l'initiation dure 3 jours et vous apporte toutes les bases du processus. Donc, on y va étape par étape à travers de la pratique avec toujours un apport théorique derrière. Euh, je laisse pas les gens dans une expérience subjective comme ça, c'est tout. Je peux toujours expliquer pourquoi c'était comme ça, qu'est-ce qui fait que.
Et j'ai cherché beaucoup dans le domaine des neurosciences, de la physique quantique, évidemment, donc les informations qui ont été vulgarisées pour le public, évidemment, je ne suis pas chercheur en physique, mais aussi dans tout ce qui est les études qui sont faites maintenant sur la transe chamanique, l'hypnose, les états modifiés de conscience, parce que là, il y a pas mal de choses qui sont publiées à ce sujet-là, pour comprendre aussi les bases de ce processus qui nous permet à nous, les humains, de communiquer avec les animaux. Dans l'initiation, donc en fait, vous mettez en place des balises dans votre inconscient. C'est comme si vous créez un chemin et vous mettez des repères le long de ce chemin pour après pouvoir le refaire seul, être rapidement autonome avec la communication animale. Donc à aucun moment je guide une communication de A à Z où vous le faites parce que je vous ai fait faire le chemin. On avance étape par étape, on balise et les bases sont posées. Et c'est comme le vélo et la natation, une fois qu'on a compris le truc, ça ne s'oublie jamais. Après, les résultats, bon, bah, il faut une bonne pratique pour garder une qualité, mais ça s'oublie jamais. Les bases, elles sont posées, c'est pas nécessaire de les reposer plusieurs fois. Donc ça, c'est l'initiation. Module 1, évidemment, à la fin de l'initiation, vous aurez fait une communication avec un animal, avec des questions, des réponses. Euh, voilà. Module 2, vérification, il dure 2 jours. Avec le module 2, on va veiller à 2 choses. Commencer à s'observer dans la pratique de la communication animale pour identifier vos manières spécifiques, parce qu'on est tous différents. Il y a des gens qui sont très visuels, il y a des gens qui n'ont pas d'image, ils ont que des ressentis dans le corps. Il y en a, ils ont facile la méditation, d'autres, ils ont pas facile. Et donc, à chaque fois, je propose plusieurs exercices différents pour identifier un petit peu la personne qui est en face de moi, avec lequel ça matche le mieux, pour se rendre compte qu'en fait, un tel, il fonctionne plutôt comme ça et l'autre plutôt comme ça, et pour donner des conseils qui sont personnalisés. C'est pour ça que mes formations, elles sont en présentiel et en petits groupes, parce que les conseils sont personnalisés, parce qu'on est tous différents, et puis donc potentiellement à la fin, on a tous une manière différente de pratiquer la communication animale. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Et donc on affine un petit peu ça dans le module 2, avec le dépassement des difficultés rencontrées et la vérification des résultats. Parce qu'à un moment donné, ok, j'arrive à faire la méditation, ok, j'ai rencontré un animal, mais comment est-ce que je sais que toutes les informations que j'ai perçues, elles ne sont pas de mon propre fait, de suggestion, ou parce que j'ai entendu quelque chose qui m'y a fait penser avant, etc. Voilà tous les outils de vérification qui permet après de développer la confiance en ses résultats et aussi de gagner en justesse, de s'auto-évaluer de temps en temps aussi, hein, pour revenir dans quelque chose de juste, pas partir n'importe où avec n'importe quoi, euh, parce que c'est possible, évidemment. Et le troisième module, qui dure aussi 2 jours, du coup, empathie et émotivité, nous amène à apprendre, enfin, aide à apprendre à gérer son émotivité. Alors, j'ai fait une faute de frappe, c'est émotivité, évidemment, pas émotivité. Je suis vraiment désolée pour cette faute de frappe. Ce sera corrigé pour la prochaine fois. Donc, gérer son émotivité pour développer une communication empathique avec l'humain et l'animal. Donc, l'empathie avec l'animal, ça va de soi, parce que dans la pratique de la communication animale, vous sollicitez votre empathie. C'est la raison pour laquelle on peut se retrouver parfois en état d'hyper-émotivité, et dès qu'il y a de l'émotion, il n'y a plus de la communication. Et quand il y a l'émotion s'invite, on peut commencer à faire des erreurs en communication animale, avec des erreurs d'interprétation, etc. Et donc, c'est important d'apprivoiser ça. Donc là, c'est vraiment des outils très concrets pour gérer l'émotion, pour faire preuve d'empathie sans se faire envahir, pour se resituer par rapport à l'animal, se resituer par rapport à l'humain et réussir à mettre en mots tout ce que l'animal a besoin de dire sous une formulation qui peut être reçue par l'humain, qui est compréhensible pour l'humain, qui n'est pas agressive non plus, etc. Même si parfois on dit des choses qui sont désagréables à entendre. Il y a une manière de le dire pour que ça se passe bien. Le but étant toujours derrière que l'animal soit entendu, respecté et que ça aille mieux pour tout le monde. Donc au total, 7 jours de formation, 3 modules donc, qui peuvent être suivis indépendamment les uns des autres. Certaines personnes font les 7 jours en une fois, d'autres vont faire un module par an. C'est un petit peu au cas par cas selon la disponibilité, l'envie, le temps, etc. Ce que comprend le cours de base, donc indépendamment des 3 modules en présentiel,
C'est aussi un manuel de 110 pages, donc ça contient toutes les informations que vous recevez pendant la formation. Des supports PDF et MP3 qui sont envoyés par mail après chaque module. Les MP3, c'est tous les exercices qu'on fait de relaxation, en fait. À chaque étape, ce qui permet que si vous avez une difficulté dans la communication animale et que vous identifiez d'où ça vient, vous pouvez refaire les exercices d'une étape antérieure pour se remettre à l'aise avec ça, pour après continuer d'avancer. Il y a un groupe qui est fermé sur Facebook, donc un groupe fermé, c'est-à-dire que tout le monde n'y a pas accès, c'est que les gens qui ont fait les formations. Et c'est un groupe d'entraide qui permet de se donner des exercices, de recevoir de l'aide pour ces animaux, de trouver des vérifications à ces communications. Et puis que moi, j'administre le groupe, parfois, je fais des petites piqûres de rappel quand je vois qu'au niveau de la qualité des communications, il y a des choses qui sont zappées un petit peu. Voilà, c'est aussi l'occasion pour moi parfois de faire des petites vidéos d'infos, de mise à jour, etc. Les sessions de pratique en ligne dont je vous ai parlé, qui sont limitées, en fait, j'en propose une par mois, à concurrence de 10 par an, c'est limité dans le temps. C'est-à-dire que c'est aussi longtemps que je fais des sessions pratiques que vous y serez invités. Et évidemment, c'est pas toujours possible pour les inscrits aux formations d'être présents à l'heure, le jour en ligne. Et donc, la vidéo, le replay est toujours envoyé ensuite par email de manière à ce qu'un maximum de personnes puissent faire les exercices qui sont proposés dans ces sessions de pratique en ligne. Et puis, il y a un suivi gratuit par email. C'est quoi un suivi par email? C'est tout participant à mes formations qui rencontre une difficulté dans la communication animale, qui ait fait sa formation il y a 1 mois ou il y a 10 ans, ça change rien, m'écrit un mail pour m'expliquer la difficulté et soit je conseille par écrit, par mail, soit si c'est trop compliqué par mail, je conseille par téléphone et ça fait partie du suivi en fait de mes formations. Donc ça fait partie du package de formation, on va dire. Pourquoi j'ai mis en place tout ça autour de du présentiel? Parce que je me suis rendu compte que réussir à communiquer avec les animaux pendant la formation, c'est pas un problème. Franchement, la quasi-totalité des gens y arrivent. Je dis 99,9%. La difficulté, c'est toujours pratiquer chez soi. Et pratiquer chez soi, c'est une difficulté de réussir à refaire les exercices. C'est pour ça que je donne tous les supports. Comme ça, vous avez juste à écouter l'exercice et à le refaire comme à la formation. C'est trouver des cas pratiques. C'est pour ça que je propose la session pratique et le groupe fermé Facebook, parce que du coup, vous trouvez des cas pratiques facilement avec des personnes qui savent ce que c'est la communication animale et qui peuvent vérifier les résultats. Une autre difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait des situations un peu particulières et aussi du fait comment on est tous différents. Le conseil que nous a donné la bonne copine qui fait aussi de la com animale n'est peut-être pas bon pour moi. D'où le suivi gratuit par email, parce qu'à un moment donné, c'est des choses de personnel spécifiques d'un truc qui fonctionne pour un tel et pas pour un autre. Donc, effectivement, voilà, c'est plus facile que de voir directement avec moi, dans la mesure où j'aurai suivi votre formation, évidemment. Et enfin, l'agenda. Ça, c'est une autre grande difficulté pour pratiquer la communication animale, c'est de l'avoir à l'agenda. Et donc, les sessions de pratique, quelque part, il y a un délai, il y a une date, il y a une heure, il y a des exercices, il y a des vérifications. Et donc, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai des personnes, tous les mois, elles sont au rendez-vous, elles font leur session de pratique. Et donc, elles ont au moins une fois par mois une com, quoi. Et ça permet d'évoluer assez bien. Donc, moi, je me déplace en France et en Belgique. Euh, Si vous avez l'impression que pour l'instant, il y a plus de dates en Belgique qu'en France, ça va changer parce que voilà, mon calendrier, il s'étoffe de jour en jour et donc il y a toujours moyen de. Euh, enfin voilà, faut juste aller régulièrement sur le calendrier de mon site internet. Et donc maintenant, je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions, parce que je vois